Un vigneron dans l'alambic de l'histoire. In vino veritas, le Gaillac a 2000 ans. Mais c'est le travail des vignerons de ce dernier demi-siècle qui dit le mieux les évolutions du monde et de ses consommations. Passé 43 vendanges, Alain Boulanger, enfant de 68, qui s'est collé au travail en usine puis au travail des vignes, sort de cet alambic de l'histoire. Il raconte sur Air d'Otan Gaillac. Aujourd'hui, les batailles économiques se gagnent groupées. Le vin n'est pas simple affaire de philosophie, comme il a pu être dit à Gaillac. Il y a aussi, ou surtout, les prix, les ventes, le marché. Et le seul et meilleur moyen pour les vignerons d'intervenir sur ces prix, ces ventes et ce marché, c'est la production. Le tout constitue l'économie du vin. Les partenaires de jeu de cette économie, le monde du négoce et de la distribution, partagent rarement les sentiments et les objectifs des vignerons, des producteurs eux-mêmes. Il y a du bras de fer en perspective. L'économie du vin, tout un programme. Mais d'abord, Alain Boulanger, dites-nous quelles en sont les dimensions. De quelle production parle-t-on ? Et cette production n'évolue-t-elle pas en même temps que le marché ? Bien évidemment qu'elle évolue selon le marché. Les années 90 ont d'ailleurs été celles où la production de Gaillac en vin d'appellation d'origine contrôlée cette production, pour ainsi dire, elle a pratiquement explosé. Moi qui étais secrétaire du syndicat des appellations d'origine, et à partir de là, je suis devenu trésorier du comité interprofessionnel des vins, le CIVG. Donc j'ai pu... D'abord, dites-nous en quoi consistait le ou les tâches de ce trésorier. Alors, ma tâche consistait bien sûr à surveiller les comptes, mais aussi à rassembler les chiffres disponibles. Ça me permettait, cette situation me permettait de savoir exactement la situation des ventes et également de quel stock nous disposions et quelle production était la nôtre et quelle vente nous réalisions. Donc c'était avec ces trois éléments, ça me permettait de suivre un peu l'évolution année après année. Voilà. Les plantations nouvelles aussi, s'effectuant de plus souvent avec nos cépages autochtones. Du coup, la production de vins d'appellation augmentait d'autant. Du moins la possibilité de faire de l'appellation. Et quand on sait qu'il faut 4 ou 5 ans pour qu'une jeune vigne produise, donc on pouvait prévoir à l'avance quelle allait être l'évolution de l'appellation. C'était la perspective d'un raz-de-marée de vins d'appellation, non ? Dans les saisons 85-86, l'appellation contrôlée commence à bien se vendre. Et ce qui incite tout naturellement les viticulteurs à planter. Mais finalement, au fil du temps, l'augmentation des ventes ne suit pas les ventes ne suivent pas l'augmentation de la production, du moins la perspective de l'augmentation de la production. Voilà. Et à ce moment-là, le vin d'appellation Gaillac ne représentait encore que 25% à peu près. 25%, d'accord, mais et le reste ? Et le reste partait en vin de pays et en vin de table. Donc les horizons sont donc dégagés. Oui, en apparence, mais il est arrivé une catastrophe. Il ne faut jamais oublier les aléas du temps. Et il y a eu un épisode de gel en 91, un épisode de gel qui a été très spécifique au vignoble de Gaillac, contrairement à ce qu'on vive cette année et l'année dernière. Je crois que cet épisode de gel a été total, c'est-à-dire toutes les vignes de Gaillac ont été gelées. C'est 100% du vignoble qui a été gelé. Voilà, 100% du vignoble. Donc, grâce au contre-bourgeon, dont on a tant parlé à l'époque, on a quand même réussi à récolter un peu, mais guère plus que de 30% d'une récolte normale. Il y a donc le temps qu'il fait et les lois du commerce. Et oui, elles ne sont pas toujours... elles se disputent souvent. Voilà. Et alors, ne pouvant fournir notre clientèle
en vin d'appellation, nous risquions de perdre tous les marchés que nous avions conquis. Car les stocks, on avait bien des stocks, mais pas pour tenir 2 ans. Nous avions des stocks habituels pour une année, mais nous n'avions pas les réserves pour pouvoir tenir, passer le cap et attendre la récolte suivante. Non, il vous fallait choisir donc. Et du coup, nous avons choisi le marché du vin d'appellation, aller siphonner le marché des vins de pays. Et comment vous y êtes-vous pris? C'est-à-dire que, comme nous avions que des petits rendements, en fait, la majorité des vignes de Gaillac rentraient dans le cahier des charges de l'appellation. Donc, nous avons choisi de classer en appellation des vins qui habituellement étaient des parcelles qui habituellement étaient classées en vins de pays. Et nous avons perdu ces marchés de vins de pays. Parce que vous ne risquiez pas de dépasser les 50 hecto-hectares. Non. D'accord. Non, on ne risquait pas. Bon, le maximum d'ailleurs était, je crois, de 60 hectos. On était loin de dépasser. Voilà. Donc nous avons choisi de perdre les marchés de vins de pays, lesquels ce sera après très difficile à récupérer. Cela finalement n'a-t-il pas déséquilibré le marché? Ben oui, dans les années qui ont suivi, en effet, le marché n'était pas prêt du coup à absorber toute cette appellation désormais disponible à la vente. La suite, c'est tout ce qui se passe habituellement. Quand l'offre dépasse la demande, les prix ils sont partis à la baisse. Voilà. Et comment résiste-t-on à une baisse des prix? Les discussions elles ont toujours existé entre le syndicat d'appellation et le négoce, ou le syndicat des négociants. Je me souviens même qu'à une époque, on en parlait de prix minimum garanti. Des discussions avaient lieu souvent pour fixer ce prix, mais c'était complètement théorique. Donc là, la discussion a été beaucoup plus ferme. On a essayé à tout prix d'obtenir un prix minimum. Voilà. Dites-moi, c'est quoi ces prix minimum garantis? En fait, en réalité, vu de maintenant, c'est juste un mot. Puisque finalement, le prix, c'est un résultat qu'on obtient. Ça ne peut pas être décidé par avance. Voilà. Et c'était normalement le prix où le négoce n'aurait pas pu acheter en dessous. Mais en fait, les producteurs ils n'auront jamais que ce que le négoce veut bien ou peut bien céder, voilà, en fonction du marché. Donc, la cave coopérative, elle a l'argument du nombre pour résister aux négociants en marchandage. Mais les producteurs indépendants, ils sont seuls et ils n'ont que leur cuve pour pleurer. Ne ripostent-ils pas? Si, alors on a essayé. Ils ont essayé de riposter. Les vignerons indépendants imaginent une parade. Ils vont créer un bureau de vente, une association regroupant virtuellement le vrac de chacun pour tenter d'imposer au négoce un seul et même prix pour toute la production. Hélas. Hélas, ce bureau de vente fera partie des bonnes idées qui n'ont jamais fonctionné. Voilà. Les acheteurs représentants du négoce n'ont aucun mal à convaincre quelques-uns de ces viticulteurs de leur céder tout ou part de leur production. Mais et pourquoi? Qu'est-ce qui les fait céder? Quand vous avez des cuves qui sont pleines et qu'une récolte arrive, et il faut bien faire de la place. Donc on est obligé de vendre. De vendre à tout prix. Et il faut vendre à tout prix. Et puis vous avez aussi besoin de la trésorerie pour pouvoir assumer. Et donc, vous n'avez pas vraiment le choix, en fait. Vous écoutez l'émission Un vigneron dans l'alambic de l'histoire sur Air d'Otan Gaillac. Donc, certains vignerons sont pris à la gorge. Ce bureau de vente, le signe manifeste que ça a été un échec, c'est que les premiers qui ont été amenés à céder étaient membres du conseil d'administration, même président de cette structure. Mais il ne faut pas leur jeter la pierre, ils n'avaient pas le choix. Vous me racontez là la longue bataille entre le négoce et le collectif des vignerons. Voilà.
faire front face au loup du négoce, ça pouvait de toute façon paraître perdu d'avance. Parce que chaque fois que ce bureau de vente ou même la cave coopérative traitait avec les enseignes de la distribution, il s'est toujours trouvé un négociant plus filou que les autres pour s'approvisionner au rabais chez un producteur pris à la gorge et proposer sa production à moindre prix à ces mêmes enseignes. Et le négoce gagne à tous les coups? Oui, enfin en apparence. Il faut bien comprendre que le marché, c'est pas tout à fait un marché comme on l'entend. En fait, il faudrait mieux parler d'une clientèle. Or, quand vous avez ouvert une clientèle, il s'agit de la garder et c'est facile de passer derrière en proposant à cette clientèle un vin un peu moins cher avec la même marque. Voilà. Un négociant de Cahors, il a fini par s'y perdre tout entier. Ce dernier était spécialiste dans l'utilisation des efforts commerciaux des autres pour vendre son propre produit à moindre prix. Mais capter le travail des autres n'a jamais protégé d'une mauvaise affaire et de la faillite conséquente. Parce que ce négociant, faute de marge, ne pouvait pas faire des efforts commerciaux pour se développer. Et à un moment donné, il a payé plein pot la baisse des prix qu'il a lui-même provoquée. Ouais. Mais quelle est donc la solution à ce problème? Alors, la seule solution à ce problème commercial alimentaire, à ce problème de marché, c'est une maîtrise de la production. Laquelle maîtrise demande avant tout une stricte, mais surtout très collective discipline des vignerons. Il ne faut pas déclarer plus d'appellations que le marché ne peut en absorber, que la clientèle qu'on s'est créée ne peut acheter. Ah ouais, c'est aussi simple que ça. C'est pas toujours simple, non. Parce que dit comme ça, c'est simple, mais après, il faut le mettre en pratique. En 1993, le secrétaire du syndicat que j'étais, un jour, je croise le directeur de la cave de Rabastens. Je dis, tiens, viens voir, passe à la maison. Et je lui montre les tableaux que je m'emploie à tenir à jour. Et il figure la courbe de la production, laquelle augmente bien plus vite que la courbe des ventes. Et je lui explique qu'il faut qu'on trouve à tout prix une solution pour que l'appellation n'explose pas. Ouais, mais ça, ce sont des mots. Voilà. Et les débats acharnés ont succédé aux débats acharnés dans les rangs du syndicat. Et avec l'interprofession également. En présence des négociants, d'ailleurs. D'où est sorti, en bout de course, l'établissement d'une règle. Qu'aucun vigneron ne déclarera plus d'appellations que l'année précédente, sauf avec un pourcentage très raisonné d'augmentation possible. C'est avec cette règle-là que l'appellation est parvenue à tenir le prix. Une discipline, encore une fois stricte, mais une discipline de tous. De tous. Oui. 90% des vignerons, voire plus, ont adhéré à cette règle. Et les récalcitrants, on avait les moyens de les obliger à l'accepter. Et 10 ans plus tard, autour de l'an 2000, où en est-on? Et du coup, l'appellation continue de progresser car nous avons réussi à préserver les marges et donc le travail commercial aidant, nous avons augmenté notre clientèle. Et jusqu'en 2000, tout roule, mais aussi avec beaucoup de travail en amont, avec beaucoup de crises, avec beaucoup d'engueulades sur les termes les plus divers, du genre... On veut un prix minimum ou on n'en veut pas? Ou bien, qui veut conserver ce foutu panier percé du bureau de vente? Ou encore, n'y aurait-il pas une dérogation possible pour moi? Voilà. En tout cas, autour de l'an 2000, l'appellation va bien. Et nous avons atteint les objectifs. Nous sommes arrivés à presque 1600 hectos d'appellation sur Gaillac. Voilà. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, revenue de toutes ces batailles, elle est toujours là. Un vigneron dans l'alambic de l'histoire. In vino veritas, le Gaillac a 2000 ans. Mais c'est le travail des vignerons de ce dernier demi-siècle qui dit le mieux les évolutions du monde et de ses consommations. Passé 43 vendanges, Alain Boulanger, enfant de 68, qui s'est collé au travail en usine puis au travail des vignes, sort de cet alambic de l'histoire.
Il raconte sur Air d'Otan Gaillac.